Parti. La situation normale, c'est le moment où le jury rentre dans la salle et le jury est au complet. Aujourd'hui, on sait que la situation n'est pas tout à fait normale. Donc, la soutenance sera partiellement dématérialisée, c'est-à-dire qu'une partie du jury et une grande partie des gens qui ont envie d'écouter la soutenance seront en distance. Donc, d'abord, je me présente, je suis Clémena Makacheva et je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire de la place et je vais présider ce jury. Dans ce jury, les rapporteurs sont M. Jean-Paul Bout, directeur de recherche au CNRS et au laboratoire des physiques des plasmas à Paris 2 à Paris. Le deuxième rapporteur est M. Julien Deroni, qui est directeur de recherche au CNRS et travaille à l'Institut Langevin à Paris aussi. Ensuite, examinatrice est Mme Élodie Richelot, professeure à l'Université Paris-Est. Ensuite, deuxième examinateur, c'est M. Philippe Poulion, qui est responsable du domaine des ondes acoustiques et radioélectriques de DGF. Ensuite, c'est il est invité et examinateur également, M. Christophe Palos, qui est professeur à l'Université Louvain en Belgique. Et là, on se rapproche à Toulouse. C'est M. Laurent Liard, maître de conférence à l'Université Paul Sabatier et au laboratoire de la Place, qui est examinateur également. M. Romain Pasco, qui est directeur de cette thèse, il est maître de conférence à l'ISAE à Toulouse. Et M. Olivier Pascal, qui est professeur des universités à l'Université Paul Sabatier et travaille au laboratoire de la Place, et il est directeur de cette thèse. Donc, la soutenance de M. Valentin Mazière, donc on vous propose de nous faire une présentation de vos travaux dans le temps à peu près de 45 minutes. Et ensuite, on passera à la discussion, c'est-à-dire on va commencer par les rapporteurs, ensuite les examinateurs et les autres membres du jury. Ensuite, je vais donner la parole à la public, mais attention, ils ont le droit de poser des questions des membres de public qui ont un doctorat. Donc, ce n'est pas une discussion ouverte. Ensuite, le jury va se retirer pour la délibération. Ici, on le fera différemment. C'est vous qui vous allez sortir. Et après notre délibération, on vous donnera notre décision, bien sûr, aussi aux candidats de cette thèse. Donc, je vous laisse la parole pour présenter vos travaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci. Tout d'abord, je vous remercie à toutes et à tous d'assister à cette présentation. Dans cette présentation, je vais vous présenter les résultats que j'ai obtenus durant ma thèse. Cette thèse qui s'est déroulée au laboratoire La Place, en collaboration avec l'ISAE Supaéro, financée par la DGA et l'Université de Toulouse et soutenue matériellement par le CEA Gramma. Cette thèse elle a été encadrée par Olivier Pascal, Romain Pasco, Laurent Liard, Simon Dapp et Richard Clergereau. Cette thèse s'intitule « Claquage micro-ondes par retournement temporel ». L'objectif de la thèse, ça va être de contrôler les plasmas dans les cavités en contrôlant le comportement des ondes. Pour ce faire, on va utiliser une technique qui s'appelle le retournement temporel. Alors, tout d'abord, un petit peu de contexte autour de la thèse. Qu'est-ce qu'un plasma? Un plasma, c'est un gaz auquel on va vouloir arracher les électrons de ces molécules ou de ces atomes. Pour ce faire, on va utiliser un dispositif qu'on appelle une source plasma, qui va en fait venir accélérer des électrons initialement présents dans le gaz, de sorte à les faire interagir avec les molécules ou les atomes de ce gaz. En fonction de l'énergie de ces électrons, il y a différents types de collisions qui peuvent avoir lieu. Ça peut être des collisions de type élastique, des collisions de type excitation électronique qui vont se traduire par l'émission d'un photon, et des collisions de type ionisation, qui est la collision importante pour amorcer un plasma, puisque c'est elle qui permet d'arracher l'électron de la molécule ou de l'atome du gaz. Donc l'objectif de la source plasma, c'est de transmettre assez d'énergie aux électrons, de sorte à ce qu'il y ait ce phénomène d'ionisation.
Les sources qui vont m'intéresser ici dans cette thèse, c'est les sources qui vont utiliser pour accélérer les électrons un champ électrique. Et donc l'objectif des sources plasma, c'est d'obtenir un champ électrique élevé à l'endroit auquel on veut allumer le plasma. Ce champ électrique il peut être de différentes natures. Il peut être continu, radiofréquence, micro-ondes ou pulsé. C'est les deux derniers ici qui vont m'intéresser dans cette thèse. Et donc, comment on arrive à un plasma avec ce phénomène d'ionisation? Eh bien, l'électron qui est arraché de l'électron ou de la molécule du gaz, il va pouvoir à son tour ioniser d'autres molécules ou d'autres atomes du gaz, et on va assister à ce qu'on appelle un phénomène d'avalanche électronique, et on obtient un milieu qu'on appelle un plasma. Un plasma, c'est donc un gaz ionisé, c'est un milieu dans lequel il y a des particules chargées et des particules neutres, et c'est un milieu qui émet de la lumière. Donc, à quoi sert un plasma? Un plasma, ça peut être utilisé directement en exploitant ses propriétés lumineuses, pour faire de l'éclairage, par exemple. Ça peut être utilisé pour faire de la propulsion, en accélérant ces particules chargées, ou ça peut être utilisé pour faire du traitement de surface, en exploitant son interaction avec des matériaux. Là, on va appliquer le plasma sur une surface, de sorte à modifier les propriétés de la surface. C'est l'application qui m'intéresse ici dans le contexte de cette thèse. Et il y a différents types de sources en fait, qui permettent de faire du traitement de surface. Les sources les plus répandues, c'est les sources CCP et ICP, accouplage capacitif et accouplage inductif. Moi, les sources qui vont m'intéresser ici dans le contexte de cette thèse, c'est les sources à cavité micro-ondes. Alors, comment on fait pour faire un plasma dans une cavité micro-ondes? On va vouloir venir exciter le mode de résonance d'une cavité. En fait, l'objectif, c'est d'obtenir un plasma qui va être uniforme sur la surface du substrat à traiter. En fait, donc on va concevoir une source qui, lorsqu'on allume le plasma vient se déposer uniformément, vient s'allumer uniformément sur la surface à traiter. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un plasma uniforme, et d'où l'analogie ici avec un tampon, comme si on venait concevoir un tampon qui vient épouser la surface à traiter. Pour ce faire, on va en fait choisir la fréquence micro-ondes à laquelle on veut exciter le plasma, et on va ensuite travailler sur la forme et la géométrie de la cavité. En fait, il y a de nombreuses étapes de conception dans lesquelles il faut prendre en compte les effets électromagnétiques et la présence du plasma. Donc, il y a de nombreuses itérations à faire avec un code généralement qui est multiphysique, de sorte à obtenir en fait une cavité qui est ajustée, une cavité optimisée, dans le sens où lorsqu'on vient lui transmettre la fréquence choisie, on obtient l'intensification du champ à l'endroit souhaité et le plasma à l'endroit souhaité. On obtient donc une cavité qui est ajustée au signal. Dans la littérature, on trouve les enjeux qui ont été identifiés autour de ces sources plasma, notamment dans un article de 2012, la roadmap de 2012, ici la feuille de route plasma de 2012, dans lequel il parle alors là, des sources plasma pour faire du traitement de surface en général, pas que les cavités micro-ondes, et dans lequel il est identifié un enjeu à développer des technologies qui permettent de traiter les substrats de grande dimension. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin à traiter par exemple des panneaux solaires ou des écrans LCD, ou même en microélectronique, il y a une demande à venir traiter des substrats de plus en plus grande dimension. Donc il y a un enjeu autour de ces sources-là. Pourquoi? Parce que les sources généralement utilisées, elles vont se heurter à des difficultés physiques et ou technologiques lorsqu'on va vouloir les utiliser pour traiter des substrats de grande dimension. Donc, on trouve plus précisément autour des sources micro-ondes, en 2014, un article de review ici sur les sources plasma micro-ondes, dans lequel il est expliqué pourquoi on ne va pas pouvoir traiter les substrats de grande dimension en cavité micro-ondes. C'est parce qu'en fait, quand on va vouloir augmenter la dimension du substrat, il va falloir augmenter la dimension de la cavité, et donc la cavité va vite devenir multimode, et ça va devenir très difficile, voire même impossible, d'exciter un seul mode de résonance de cavité, de sorte à contrôler le champ dans la cavité et donc le plasma. Donc, il est clairement dit dans cet article que pour pouvoir contrôler les plasmas dans les cavités de grande dimension, il va falloir changer radicalement la façon dont on conçoit les sources plasma. Et c'est exactement ce qu'on propose durant cette thèse. Donc, en fait, la question qu'on s'est posée au début de la thèse, c'est comment contrôler le plasma en grande cavité. Donc, ce besoin, comme on l'a vu dans la littérature, il vient de l'incapacité admise des sources conventionnelles à contrôler les plasmas dans les grandes cavités. Ce qu'on propose de faire dans cette thèse, l'idée, c'est de faire non pas un plasma qui va être uniforme sur la surface à traiter, mais c'est de faire un plasma qui va être localisé et qu'on va pouvoir venir déplacer sur la surface comme un pinceau plasma, en fait, d'où l'idée de pinceau. Et ici, c'est les ondes qui vont jouer le rôle de pinceau, d'où l'idée de pinceau ondulatoire. Pour faire ça, il va falloir renverser la façon dont on conçoit les sources plasma. Là, on va partir d'une cavité qui va pouvoir être donc de grande dimension et de forme quelconque, pas de travail à faire sur la forme ou la géométrie de la cavité, mais on va venir travailler sur la forme du signal à transmettre à la cavité. De cette façon, on obtient non pas une cavité ajustée au signal, mais un signal ajusté à la cavité.
Le principe, c'est en contrôlant la forme d'onde que je vais transmettre à la cavité, je vais contrôler le comportement des ondes dans la cavité, et ce faisant, l'objectif, c'est d'obtenir une intensification du champ à l'endroit souhaité et le plasma à l'endroit souhaité. De cette façon, et le but, c'est de pouvoir déplacer le plasma ensuite en modifiant la forme d'onde que je transmets à la cavité. L'objectif de la thèse, c'est de développer ce pinceau ondulatoire qui permet un contrôle dynamique de la position du plasma dans les cavités basse pression de grande dimension. Et l'idée, ça va être d'utiliser une technique qui s'appelle le retournement temporel. Donc, j'ai divisé cette présentation en 3 parties. Dans la première partie, retournement temporel des origines au pinceau ondulatoire, je vous expliquerai ce qu'est le retournement temporel et comment nous, on va vouloir l'utiliser pour faire ce pinceau ondulatoire. Ensuite, dans la deuxième partie, on va modéliser l'amorçage d'un plasma par retournement temporel. On verra que c'est intéressant d'utiliser le modèle parce que ça nous permet de visualiser les choses et d'accéder à des quantités auxquelles on n'a pas accès expérimentalement. Et ensuite, je vous présenterai les résultats obtenus sur le dispositif expérimental durant ces 3 années de thèse, qui constituent les premiers plasmas amorcés par retournement temporel. Donc, tout d'abord, retournement temporel des origines au pinceau ondulatoire. Donc, je vais d'abord, dans cette partie, vous présenter le principe du retournement temporel. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi, en pratique, on va faire du retournement temporel en cavité réverbérante. Et ensuite, je vous expliquerai ce que nous, on veut en faire, c'est-à-dire faire ce pinceau ondulatoire. Donc, tout d'abord, le principe du retournement temporel. Le retournement temporel, il a été développé à la fin des années 90 par un physicien français qui s'appelle Matthias Fink. Il a été d'abord développé dans le domaine acoustique avant d'être transposé au domaine électromagnétique, au micro-ondes, par le Rosé. Donc, le principe du retournement temporel, c'est de faire revivre aux ondes leur vie passée pour les focaliser. Ça va se passer en 2 phases. Lors d'une phase initiale, on va envoyer par exemple une impulsion ici au centre du cercle. Les ondes vont pouvoir se propager et vont pouvoir être modifiées par un milieu qui est plus ou moins complexe, ici avec les fronts d'ondes qui sont modifiés. Et on va venir entourer l'endroit initial de l'impulsion de transducteurs qui vont venir mesurer le champ au niveau de ces transducteurs. Cette information qui est mesurée au niveau des transducteurs, lors d'une phase inverse, on va la retourner temporellement et on va la retransmettre au niveau de ces transducteurs. De cette façon, on assiste en fait au film passé à l'envers et on va voir les ondes qui viennent focaliser à l'endroit initial de leur émission. Ça, c'est comme ça que le retournement temporel a été pensé à l'origine, mais en pratique, c'est très difficile, voire même impossible à mettre en place parce qu'il faudrait gérer le problème de couplage entre les transducteurs et la synchronisation entre eux. Donc en pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du retournement temporel en cavité réverbérante. L'intérêt, c'est que ça va nécessiter qu'un seul transducteur qui va venir mesurer l'information du champ lors de la phase initiale et le retransmettre lors de la phase inverse. Comment ça se passe? On va envoyer une impulsion ici lors de la phase initiale. On va envoyer une impulsion ici, par exemple, ici dans la cavité. Les ondes vont se propager dans la cavité et vont être réfléchies par les parois de la cavité pendant un certain temps. Et ici, si je positionne un capteur à un autre endroit dans la cavité, je peux venir mesurer ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle. Et donc, on voit que cette réponse impulsionnelle, l'amplitude qui est mesurée de cette réponse impulsionnelle, suit une décroissance exponentielle, parce que plus les ondes vont faire des réflexions sur les parois de la cavité, et plus elles vont perdre de l'énergie. Et donc, on caractérise cette durée de la réponse impulsionnelle par ce qu'on appelle le temps de réverbération. Lors de la phase inverse, on va retourner temporellement cette réponse impulsionnelle. Donc ici, le dernier lobe qui a été mesuré est envoyé en premier à l'endroit auquel elle avait été mesurée. Et on va assister en fait au film ici aussi passé à l'envers. Les ondes vont faire les réflexions dans le sens inverse, de sorte à obtenir la focalisation à l'endroit initial de l'impulsion. Alors, il va y avoir des conséquences à faire ce retournement temporel en cavité par rapport au retournement temporel idéal que je vous ai présenté tout à l'heure, où on entourait la source de transducteur. Ici, je vous ai mis le signal donc, qui est mesuré à l'endroit de la focalisation, ici, où on retrouve le pic de focalisation. Et on retrouve en fait la durée, que j'ai noté aussi, petit d de RT, la durée du pic de focalisation qui est égale à la durée de l'impulsion initiale. Donc en fait, on recrée l'impulsion initiale. La dimension de la focalisation ici, la dimension spatiale, elle va être de l'ordre de lambda sur 2, de la demi-longueur d'onde. Pourquoi? Parce qu'au moment de la focalisation, il y a interférence entre une onde convergente et une onde divergente, et donc on retrouve la limite de diffraction qui est de la demi-longueur d'onde. Les conséquences de faire du retournement temporel en cavité, ça va être la présence de ces lobes secondaires qui vont précéder et succéder le pic ici, et qui vont être présents un peu partout dans la cavité. Donc, pour caractériser la qualité d'un retournement temporel, on va utiliser ce qu'on appelle le facteur de contraste, qui traduit en fait le niveau du pic par rapport au niveau de ses lobes secondaires. Plus le contraste sera élevé, et meilleur sera le retournement temporel, meilleure sera sa capacité à focaliser. Ce contraste, il a été étudié depuis les années 90 à l'Institut Langevin, encadré par Matthias Fink,
Et là, je vous propose une synthèse de l'étude bibliographique que j'ai faite. Donc, ils ont cherché en fait à comprendre quels sont les facteurs qui vont influencer sur ce contraste et sur le niveau du pic de retournement temporel. Donc, le niveau du pic, il va dépendre du niveau de puissance qu'on transmet à la cavité et de la capacité du retournement temporel à focaliser l'énergie. Et le contraste qui caractérise la qualité de cette focalisation, il va dépendre de 4 paramètres. La bande passante, le volume de la cavité par rapport à la longueur d'onde, le temps de réverbération et le chaos. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail ici dans cette présentation. Je me contenterai de dire que ces 4 paramètres, en fait, ils vont permettre d'augmenter la richesse modale de la cavité, c'est-à-dire la quantité d'informations qu'on va pouvoir utiliser dans la bande passante utile. Donc ici, je vous ai mis par exemple un exemple de fonction de transfert de la cavité en fréquence. Ici, on va pouvoir en fait avoir plus de modes, ou en tout cas plus d'informations qu'on va pouvoir utiliser pour faire du retournement temporel. Donc je ne rentrerai pas plus dans les détails ici dans cette présentation, je l'ai fait beaucoup plus dans le manuscrit, mais ici, je me contenterai de dire que ça permet d'augmenter la richesse modale. Maintenant que je vous ai présenté comment le retournement temporel est utilisé en pratique, je vais vous expliquer ce que nous, on veut en faire, c'est-à-dire faire ce pinceau ondulatoire. Lors de la phase initiale, en fait, on va venir mesurer la réponse impulsionnelle à différents endroits dans la cavité. Par exemple, ici, que j'ai noté R1, R2 et R3 de T. Donc, j'envoie une impulsion à différents endroits et je mesure ces réponses impulsionnelles. Lors de la phase inverse, je vais retourner temporellement ces impulsions. Et si je transmets celle qui correspond qui a été mesurée au point 1, eh bien, je vais obtenir, si je la transmets par l'antenne sur laquelle elle a été mesurée, je vais obtenir la focalisation à l'endroit correspondant. Si le champ de focalisation est assez élevé pour déclencher le phénomène d'avalanche électronique et amorcer un plasma, je vais obtenir un plasma à l'endroit de la focalisation. Et le principe, c'est de pouvoir contrôler la position du plasma en contrôlant la position de la focalisation qui est déterminée par la forme d'onde que je transmets à la cavité. Et on voit là la rupture avec les sources généralement utilisées pour faire du traitement de surface, c'est que là, comme je vous ai dit, le volume de la cavité il va jouer sur la richesse modale, et donc plus le volume de la cavité sera grand, plus le contrôle qu'on aura du retournement temporel et donc du plasma sera grand. Donc c'est l'inverse des sources généralement utilisées pour faire des plasmas. En fait, en général, plus la dimension du substrat augmente et plus le contrôle devient difficile. Ici, ce qu'on propose, c'est l'inverse, c'est-à-dire plus le volume est grand, plus meilleur sera le contrôle. Maintenant, ça c'est un principe, il reste à se demander est-ce que c'est possible en pratique, et c'est l'objet de ma thèse. Donc maintenant, je vais vous parler des résultats de modélisation, donc modélisation du plaquage par retournement temporel, où on va voir que on va vérifier déjà en modélisation si ça paraît possible d'amorcer des plasmas par retournement temporel. Ce code de modélisation, il a été développé en parallèle des résultats obtenus sur le dispositif expérimental et il va permettre de comprendre les mécanismes qu'il y a autour de l'amorçage d'un plasma par retournement temporel. Donc, dans cette partie, je vais d'abord vous présenter le modèle. Ensuite, je vous présenterai le retournement temporel qu'on obtient avec ce modèle. Ensuite, je vous expliquerai comment on va vouloir coupler les équations de Maxwell avec un modèle fluide qui va permettre de décrire un plasma. Et je vous montrerai les résultats d'amorçage d'un plasma par retournement temporel en modélisation. Donc, tout d'abord, présentation du modèle. L'objectif et les intérêts du modèle, donc ça va être de pouvoir faire des études paramétriques. On va pouvoir aussi suivre spatio-temporellement le champ et la densité électronique, ce qui est impossible à faire expérimentalement. Ça va nous permettre de valider déjà le principe de claquage par retournement temporel. Et ça nous permettra de comprendre les mécanismes physiques autour de l'amorçage de plasma par retournement temporel. Ce modèle, il va être réglé de sorte à obtenir un retournement temporel simulé avec les mêmes propriétés que le retournement temporel expérimental, c'est-à-dire avec la même qualité de focalisation. Pour ça, l'impulsion initiale qu'on va envoyer, donc lors de la phase initiale, elle va être prise égale à l'impulsion qu'on utilise sur le dispositif expérimental. Donc, je vous présenterai dans la partie suivante le dispositif expérimental, mais en fait, sur le dispositif expérimental, les impulsions qu'on utilise, c'est des impulsions de 8 nanosecondes modulées à 2,45 gigas. Pourquoi 8 nanosecondes? Parce que 8 nanosecondes, c'est la durée la plus petite qu'on est capable de faire avec le dispositif expérimental, et plus l'impulsion sera courte, meilleur sera le retournement temporel, puisque plus la bande passante sera grande en fait. Donc, on envoie des impulsions de 8 nanosecondes qui sont les plus courtes qu'on est capable de faire et on va les moduler à 2,45 gigas. Ça nous permet de manipuler des signaux haute fréquence avec des appareils peu onéreux. C'est Le Rosé qui, le premier, avait utilisé cette technique de modulation pour faire du retournement temporel avec des micro-ondes.
Et ensuite, on va régler les caractéristiques modales de la cavité simulée de sorte à ce qu'elle soit similaire à la cavité expérimentale que je vous présenterai dans la partie suivante. Donc en fait, je vous passe les détails, mais on se retrouve avec une cavité qui a une forme ici de disque tronqué, donc une cavité 2D qui va être en 2 dimensions pour faciliter, parce que c'est plus facile à implémenter, et dans laquelle on va résoudre en fait les équations de Maxwell qui vont nous permettre de faire du retournement temporel, et ensuite on verra comment on va amorcer les plasmas avec ça. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le retournement temporel qu'on obtient sur ce code de modélisation. Donc lors de la phase initiale, on envoie, donc là j'envoie une impulsion dans la cavité, une impulsion donc ici de 8 nanosecondes modulée à 2,45 gigas, et je l'envoie par exemple ici à 300 nanosecondes. Je vais venir ensuite mesurer la réponse impulsionnelle à un autre endroit dans la cavité, avec le temps de réverbération ici de 300 nanosecondes, qui est réglé de sorte à obtenir le même que celui qu'on obtient sur le dispositif expérimental, comme vous le verrez dans la partie suivante. Donc cette réponse impulsionnelle, on va la retourner temporellement lors de la phase inverse, et on va la transmettre à l'endroit auquel elle avait été mise, de sorte à obtenir la focalisation à l'endroit initial de l'impulsion. Donc on retrouve le pic de 8 nanosecondes, modulé à 2,45 gigas, avec des lobes secondaires qui précèdent et qui succèdent le pic. Et si je compare un retournement temporel ici expérimental avec un exemple de retournement temporel simulé, on voit qu'on retrouve bien des propriétés de focalisation similaires. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ce code de modélisation. Donc on va s'intéresser à ce qui se passe autour du pic de focalisation. Donc là, j'ai fait un zoom autour du pic de focalisation avec donc 20 nanosecondes autour du pic. On retrouve le pic de 8 nanosecondes et je vais tracer la norme du champ électrique parce que ça sera plus facile à visualiser. Le niveau de champ ici qu'on obtient autour de 200 kV par mètre, il est réglé en fait de sorte à pouvoir obtenir des plasmas. Et ce champ de l'ordre de la centaine de kV par mètre, il est en accord avec les données qu'on trouve dans la littérature pour amorcer des plasmas à ces fréquences-là. Ce que je peux faire avec le code de modélisation, c'est tracer aussi la norme du champ électrique au moment de la focalisation dans la cavité. Donc on retrouve ici à l'endroit de la focalisation en rouge l'endroit de focalisation avec les lobes secondaires tout autour qui sont présents ici tout autour dans la cavité. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo dans laquelle on va suivre dans le temps l'évolution de la norme du champ dans la cavité. Donc l'énergie est transmise ici à cet endroit-là, la réponse impulsionnelle retournée temporellement, et on suit ici dans le temps l'évolution du champ là-haut, la norme du champ dans la cavité. On va voir en fait la focalisation qui va arriver à l'endroit de la focalisation. Et donc on va voir un pic de 8 nanosecondes qui oscille à 2,45 GHz. 2,45 gigas qui, donc la dimension de la focalisation, comme je vous ai dit, qui va être de lambda sur 2, donc qui va être ici de l'ordre de 6 cm. On retrouve bien les 6 cm prévus par la théorie. Et donc on voit le pic de focalisation avec le niveau du pic qui est supérieur au champ qu'on obtient partout ailleurs dans la cavité. On retrouve bien la focalisation à l'endroit souhaité. Donc ce qu'on peut conclure sur ce code, sur cette partie, juste sur le retournement temporel, on a bien retrouvé ce qui est prévu par la théorie, on arrive à focaliser à l'endroit souhaité et on retrouve les propriétés de la focalisation prévues par la théorie. On a vu que ça permettait de visualiser aussi les lobes secondaires présents partout dans la cavité, ce qui n'est pas possible à faire sur le dispositif expérimental. Donc c'est intéressant parce que ça permet de visualiser les choses. En fait. Maintenant, je vais vous montrer comment on va coupler les équations de Maxwell à un modèle fluide, de sorte à décrire le comportement du plasma. Donc le plasma il va être modélisé par une densité de courant, en fait, et on va considérer uniquement le mouvement des électrons parce que les ions sont beaucoup plus lourds que les électrons. Donc on considère uniquement le courant des électrons, et ensuite on va coder 2 équations. Une équation ici qui est un bilan de particules, en fait c'est une équation de diffusion avec un terme en plus ici caractéristique du plasma qui permet de traduire la production d'électrons par ionisation, et ici une équation de bilan de quantité de matière, de quantité de mouvement, pardon. Et ensuite, en fait, dans ce code, il y a ici un coefficient de diffusion effectif qui est en fait une combinaison linéaire du coefficient de diffusion libre et en bipolaire. Pourquoi? Parce que les électrons ne vont pas diffuser de la même façon en fonction de la densité électronique. Je ne rentre pas dans les détails, mais en fait, ce coefficient de diffusion effectif, il permet de faire le passage entre la diffusion libre à faible densité électronique et la diffusion bipolaire à forte densité électronique. Ensuite, dans ce code, j'ai besoin d'entrées qui sont la fréquence d'ionisation, la fréquence de collision entre un électron et un neutre,
ce coefficient de diffusion libre et la mobilité électronique. Ces entrées, c'est le logiciel Bolzik+, développé au laboratoire Laplace, qui va me le donner. Et en entrée de Bolzik, je lui donne les probabilités d'interaction des collisions de type collision élastique, excitation électronique et ionisation. Et on va lui donner ces informations dans l'Argon, puisque les expériences faites sur le dispositif expérimental sont réalisées dans l'Argon. Donc ce code il va nous permettre de suivre spatio-temporellement la densité électronique. On va considérer dans la cavité qu'initialement, il y a une certaine quantité de densité, une certaine quantité d'électrons initialement présents dans la cavité, que j'ai écrit ici N0, qui va être prise autour de 10 puissance 10 par mètre cube, ce qui est généralement fait pour modéliser en fait la quantité d'électrons initialement présents dans le gaz. Et ensuite, on va considérer qu'on obtient un plasma quand la densité électronique aura augmenté d'un facteur 10 puissance 8 par rapport à cette densité électronique initiale. C'est ce qui est généralement fait, c'est ce qu'on trouve qui est fait dans la littérature pour considérer qu'on obtient un plasma. Donc maintenant, je vais vous montrer les résultats qu'on obtient avec ce couplage Maxwell-fluide et donc l'amorçage d'un plasma par retournement temporel en modélisation. Donc, lors de la phase initiale, on va venir mesurer la réponse impulsionnelle, et là, c'est la même que lors d'un retournement temporel classique. Ici, on vient donc mesurer la réponse impulsionnelle. Lors de la phase inverse, on va retourner temporellement cette réponse impulsionnelle et la transmettre à l'endroit initial auquel elle avait été mise. Et on va résoudre en fait le code Maxwell-fluide sur la moitié de la cavité, ici représenté en violet. Ça nous permet en fait d'éviter d'amorcer un plasma à l'endroit de l'émission de la puissance ici. Et donc, l'objectif, c'est de vérifier est-ce qu'on obtient un plasma à l'endroit de la focalisation. Donc ici, je vous ai mis le signal mesuré par retournement temporel en bleu à l'endroit de la focalisation et en rouge, la densité électronique mesurée au point de focalisation. Alors tout d'abord, sur le signal de retournement temporel, on voit qu'avant le pic de focalisation, on retrouve des lobes secondaires en fait, qui sont similaires au cas où il n'y a pas de plasma, avec une légère diminution sur l'amplitude. Et on voit ici la densité électronique qui augmente avant le pic de focalisation et qui augmente significativement au moment du pic de focalisation et qui vient dépasser la densité critique, la densité électronique critique à 2,45 gigas. Cette densité, ça veut dire qu'au-delà de cette densité critique, le plasma va se comporter comme un conducteur. Et donc, c'est pour ça qu'après le pic de focalisation, le signal mesuré à l'endroit de la focalisation, il chute significativement parce qu'en fait, les ondes sont réfléchies par le plasma. Donc, on voit ici le comportement fortement non linéaire du plasma qui vient changer le comportement des ondes dans le milieu. Maintenant, on peut faire la même chose que ce que je vous ai montré juste avec le retournement temporel et on va pouvoir, je vais vous montrer une vidéo dans laquelle, en fait, on va suivre aussi dans le temps l'évolution à gauche de la norme du champ dans la cavité et ici la densité électronique sur la moitié de la cavité. Alors, j'ai commencé cette animation autour du pic de focalisation. Donc, il y a déjà des lobes de densité électronique présents un peu partout dans la cavité, dû au fait que les ondes se sont propagées pendant les 300 premières nanosecondes. Et là, on va voir au moment du pic, il va arriver ici au même endroit que tout à l'heure. On va pouvoir vérifier qu'on obtient le plasma à l'endroit de la focalisation. Donc, le pic qui oscille et qui dure 8 nanosecondes, qui oscille à 2,45 gigas. Et on voit ici le plasma qui vient se former en rouge à l'endroit de la focalisation. Ce qu'on peut voir, c'est la présence quand même de lobes secondaires significatifs présents un peu partout dans la cavité, des lobes secondaires de densité électronique. Donc on voit la difficulté de l'amorçage d'un plasma par retournement temporel. Il va falloir contrôler, gérer ces lobes secondaires de sorte à obtenir le plasma exactement à l'endroit choisi. Et on peut vérifier aussi que la dimension du plasma qu'on obtient par retournement temporel, elle est égale à la dimension de la focalisation par retournement temporel, c'est-à-dire à la demi-longueur d'onde. Donc, pour faire un bilan de ce code de modélisation, du côté du retournement temporel, on a vu qu'on avait simulé un retournement temporel qui est équivalent au retournement temporel mesuré, et on a vu que ça permettait de visualiser les lobes secondaires spatiaux du champ. Ce qui est intéressant et ça permet en fait de visualiser ce qui se passe lors d'un retournement temporel et de comprendre les mécanismes.
Au niveau du couplage du modèle Maxwell avec le modèle fluide, on a vu qu'on pouvait contrôler la position du plasma par retournement temporel. Donc ça valide le principe du retournement temporel, de l'amorçage du plasma par retournement temporel avec ce code de modélisation. Et on a obtenu la dimension du plasma qui est égale à la dimension de la focalisation de l'ordre de la demi-longueur d'onde. On a pu vérifier l'influence des lobes secondaires qui précèdent le pic et qui permettent aussi de commencer l'amorçage avant le pic de focalisation, d'augmenter en fait la densité électronique avant le pic de focalisation. On a vu que ça nous permettait un suivi spatio-temporel de la densité électronique, ce qui n'est pas possible expérimentalement, et on a pu vérifier on a pu observer des lobes secondaires significatifs de densité électronique, des lobes secondaires parasites. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que le contrôle des plasmas par retournement temporel, il paraît possible selon ce code de modélisation, sous réserve de valider ce code de modélisation, et sous réserve, donc pour cela, il va falloir obtenir un champ de focalisation assez élevé pour déclencher le phénomène d'avalanche électronique et obtenir le plasma, et il va falloir gérer ces lobes secondaires de densité électronique. Sur le dispositif expérimental, on va voir qu'on va utiliser pour obtenir le champ de focalisation assez élevé un amplificateur de 2 kW, et on va placer des initiateurs sur lesquels c'est des monopoles en fait, sur lesquels on va vouloir contrôler la position des plasmas qui vont nous permettre de gérer un peu ces lobes secondaires de densité électronique. Donc maintenant, je vais passer à la présentation des résultats obtenus sur le dispositif expérimental et donc qui constituent les premiers plasmas amorcés par retournement temporel. Je commencerai cette partie en vous présentant donc, le dispositif expérimental qu'on a mis en place au laboratoire Laplace. Je vous montrerai un exemple de retournement temporel qu'on obtient sur le dispositif expérimental. Ensuite, je vous montrerai le contrôle de la position des plasmas qu'on obtient par retournement temporel. On verra que le retournement temporel il permet bien de contrôler la position des plasmas par retournement temporel. Ensuite, je vous proposerai une première description de la physique de ces plasmas, qui sont des plasmas très originaux du point de vue des plasmas. Et ensuite, je vous montrerai une technique qui permet d'aller au-delà du retournement temporel et d'améliorer encore le contrôle des plasmas dans la cavité. Donc, tout d'abord, le dispositif expérimental. Ici, je vous ai mis un schéma du dispositif avec une photo à gauche du dispositif et un schéma ici du dispositif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un étage ici bas niveau qui va me permettre en fait de générer les signaux micro-ondes avec la forme d'onde souhaitée. Donc, il y a un générateur arbitraire de signal ici avec une bande passante de 250 mégas et on va venir moduler ces signaux avec une technique de modulation IQ à une fréquence de porteuse autour de 2,45 gigas. Donc ça me permet de manipuler des signaux micro-ondes avec des appareils peu onéreux. Il y a un étage d'amplification ici fort niveau qui permet donc d'obtenir des niveaux de champ de focalisation assez élevés pour amorcer les plasmas dans la cavité. Il y a une partie ici qui me permet d'élaborer et de mesurer les signaux, donc élaborer les signaux à transmettre pour faire du retournement temporel et mesurer les signaux avec un oscilloscope aussi sur les antennes placées dans la cavité. Il y a une partie ici qui permet de faire des mesures plasma avec une caméra rapide ici qui permet de faire des diagnostics optiques des plasmas amorcés dans la cavité. Et ensuite, il y a une cavité, donc la cavité dans laquelle on va vouloir amorcer et contrôler les plasmas par retournement temporel, dans laquelle on va pouvoir contrôler le gaz, qui va être de l'argon dans nos expériences, et dans laquelle on peut contrôler la pression qui sera autour du torr dans nos expériences. Une petite remarque en passant, ce dispositif il a été monté avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... les appareils n'ont pas été optimisés pour faire du retournement temporel, et notamment la cavité qui a été prise ici, qui était présente déjà dans le laboratoire, donc ce n'est pas une cavité qui a été pensée pour faire du retournement temporel. Sauf, il y a uniquement l'amplificateur 2 kW qui nous a été prêté par le CEA Gramma, ici, que vous voyez ici. Et sinon, tout le reste était déjà présent au laboratoire. Donc, au début de la thèse, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on allait pouvoir voir des plasmas par retournement temporel. Et on va pouvoir vérifier que oui, avec ce dispositif, on arrive à contrôler les plasmas par retournement temporel. Donc, c'est très encourageant pour la suite quand on va vouloir, si on veut, par exemple, utiliser des appareils plus optimisés, en fait. Donc, la cavité expérimentale dans laquelle on va vouloir amorcer ces plasmas, c'est une cavité métallique qui fait 60 sur 60 sur 30 cm de haut. C'est une cavité dans laquelle on va la placer dans l'argon autour du torr, qui sont des conditions qui vont nous permettre d'amorcer nos plasmas aux fréquences qu'on utilise. Il y a 3 antennes dans la cavité, que j'ai numérotées ici, 1, 2 et 3, sur lesquelles en fait, on va vouloir focaliser l'énergie par retournement temporel et contrôler les plasmas sur ces antennes. Il y a 2 intérêts à ces antennes. En fait, elles sont nécessaires pour le retournement temporel, puisque lors de la phase initiale, il va falloir mesurer la réponse impulsionnelle. Et si lors de la phase inverse, on les enlève de la cavité, le comportement des ondes va changer dans la cavité, de sorte à ce qu'on n'obtiendra plus la focalisation par retournement temporel.
Donc, ces antennes sont nécessaires pour le retournement temporel et elles permettent aussi de faciliter largement le claquage des plasmas, puisque c'est des antennes qui sont de type monopolaire ici, et le bout métallique là va permettre, la pointe métallique va permettre une intensification du champ de l'ordre d'un facteur 100, ce qui va donc faciliter le claquage, et donc ça va jouer le rôle en fait d'initiateur. Donc les résultats que je vais vous présenter à cette thèse, c'est les plasmas amorcés sur ces initiateurs. À terme, l'objectif c'est de déplacer le plasma, de décrocher le plasma de ces initiateurs. Il y a un hublot devant la cavité ici qui va permettre de visualiser les plasmas qu'on va amorcer sur ces antennes. Il y a une annexe de la cavité qui reste à la pression atmosphérique dans l'air, qui est séparée de la cavité principale par un hublot et par laquelle on va venir transmettre la puissance micro-ondes. En fait, c'est par cette antenne qu'on va transmettre la puissance et qu'on va vouloir focaliser sur les 3 antennes pour amorcer les plasmas. Donc cette antenne, elle reste dans l'air à la pression atmosphérique pour éviter d'amorcer un plasma au niveau de l'antenne d'émission. Maintenant, je vais vous montrer comment le retournement temporel il se traduit sur notre dispositif expérimental. Donc, lors de la phase initiale, je vais envoyer une impulsion, comme je vous ai dit, de 8 nanosecondes modulée à 2,45 GHz. Et si j'envoie cette impulsion sur l'antenne numéro 1, par exemple, ici, je vais mesurer sur l'antenne de l'annexe une réponse impulsionnelle donc qui dure 300 nanosecondes. On avait réglé le temps de 300 nanosecondes sur le code de modélisation. Donc, on obtient une réponse impulsionnelle ici, où on voit la décroissance exponentielle, qui correspond donc à l'antenne 1. Si j'envoie l'impulsion sur l'antenne 2, j'obtiens une autre réponse impulsionnelle qui correspond à l'antenne 2. Et pareil sur l'antenne 3. Et donc, je peux venir mesurer ces 3 réponses impulsionnelles, et lors de la phase inverse, je vais retourner temporellement ces impulsions. Et si je transmets celle qui correspond à l'antenne 1, par exemple, j'obtiens une focalisation sur l'antenne 1. Ici, je vous ai mis les 3 signaux mesurés sur les 3 antennes, ici, et on retrouve en bleu le pic de focalisation de 8 nanosecondes sur l'antenne 1. Si je transmets la réponse impulsionnelle retournée temporellement correspondant à l'antenne 2, j'obtiens la focalisation sur l'antenne 2 avec le pic de 8 nanosecondes sur l'antenne 2. Et pareil pour l'antenne 3. Donc on voit que je peux contrôler comme ça la position de la focalisation spatio-temporelle de l'énergie dans la cavité en contrôlant la forme d'onde que je transmets à la cavité. Maintenant, je vais vous montrer comment nous, on va utiliser ça pour amorcer des plasmas. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va renvoyer ces réponses impulsionnelles retournées temporellement, on va les renvoyer périodiquement avec une période de 166 microsecondes. L'intérêt, c'est que ça va permettre de maintenir les plasmas dans le temps. On va utiliser un amplificateur ici, 2 kW, qui va permettre d'obtenir des champs de focalisation assez élevés pour déclencher le phénomène d'avalanche électronique et obtenir des plasmas. Donc ici, je vous ai mis une photo des 3 antennes sur lesquelles on va vouloir amorcer ces plasmas. Et il y a une caméra ici qui va permettre donc de visualiser les plasmas qu'on va amorcer sur ces antennes. Donc si je renvoie la réponse impulsionnelle retournée temporellement correspondant à l'antenne 1, si j'envoie périodiquement toutes les 166 micros, je vais obtenir un pic de focalisation sur l'antenne 1 toutes les 166 microsecondes. Si je place la cavité principale dans l'argon autour du tor, qui sont les conditions qui vont nous permettre d'amorcer des plasmas, on obtient un plasma sur l'antenne 1. Si j'envoie celle qui correspond à l'antenne 2, j'obtiens un plasma sur l'antenne 2 et pareil sur l'antenne 3. Donc je peux contrôler la position du plasma ici en changeant la forme d'onde que je transmets à l'antenne d'émission. Donc ces résultats, ils ont fait l'objet d'une publication dans une revue de physique appliquée sur les premiers plasmas amorcés et contrôlés par retournement temporel. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo dans laquelle donc je filme ici devant le hublot, dans laquelle je change toutes les secondes le signal que je transmets comme ça à la cavité. Et on voit que je peux contrôler à la fois dans l'espace et dans le temps les plasmas dans la cavité. Donc le plasma change de position toutes les secondes. Donc ça, c'est assez impressionnant parce que ça veut dire que juste en changeant la forme d'onde que je transmets ici à l'antenne d'émission, donc sur une antenne d'émission, je peux contrôler dans l'espace et dans le temps les plasmas dans la cavité. Une autre façon de contrôler encore plus les plasmas aussi, c'est vu que le retournement temporel c'est un principe qui est linéaire, si j'envoie la somme de 2 réponses impulsionnelles retournées temporellement, je vais obtenir la focalisation sur les 2 antennes correspondantes. Et on a pu constater qu'on obtenait aussi les 2 plasmas sur les antennes correspondantes. Et donc c'est pareil si je fais sur 1 et 3, et pareil sur 2 et 3. Donc je peux aussi contrôler plusieurs plasmas simultanément dans la cavité. Maintenant, je vais vous proposer une petite description de la physique de ces plasmas amorcés par retournement temporel, qui sont des plasmas très originaux. Donc pour cela, la cavité, ça va être la même, sauf que je ne vais pas mettre ici 3 antennes devant le hublot,
mais une seule antenne, puisque l'objectif, c'est d'étudier le plasma qu'on va amorcer par retournement temporel sur cette antenne. Donc, je vais transmettre la réponse impulsionnelle retournée temporellement périodiquement, avec une certaine période de répétition ici, qui est de l'ordre de la centaine de microsecondes. Et je vais venir, donc j'obtiens le pic de focalisation ici, avec la même période de répétition. Donc, j'obtiens le plasma ici sur cette antenne, et ici, je vais venir faire des diagnostics optiques avec une caméra qui va venir mesurer l'intensité lumineuse émise par le plasma. Cette intensité lumineuse, ici, je vous ai mis qu'elle dépendait à la fois de la densité électronique. Pourquoi? Parce que plus il va y avoir d'électrons, et plus il va être possible d'obtenir des collisions de type excitation électronique, et donc, l'intensité lumineuse du plasma va être plus intense. Et elle dépend, cette intensité lumineuse aussi, elle dépend à la fois aussi de la température électronique, puisqu'il faut que les électrons soient assez énergétiques pour pouvoir faire ces collisions de type excitation électronique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le code de modélisation que je vous ai montré tout à l'heure, on avait accès directement à la densité électronique, chose auquel on n'a pas accès ici sur le dispositif expérimental. Ici, ce qu'on va regarder, c'est une fonction de ces deux paramètres, de la densité électronique et de la température électronique. Donc, on va vouloir amorcer le plasma. Ici, je vous ai mis une photo au bout de l'antenne. Et la caméra, elle permet de faire des images toutes les 4 nanosecondes. Donc, je vais vous montrer une vidéo dans laquelle, ici, je vous ai mis en haut ce qui est mesuré. Alors, ce qui est mesuré ici par la caméra. On va vouloir amorcer le plasma ici au centre de cette fenêtre. Ici, je vous ai représenté en noir la position du monopôle. Donc, c'est au bout de ce monopôle que le plasma va s'amorcer. Et en dessous, je vous ai tracé en bleu le signal de retournement temporel avec le pic de focalisation à 300 nanos qui dure 8 nanosecondes. Et ici, en rouge, la somme des pixels, ici que vous allez voir, la somme de l'intensité lumineuse. Donc, c'est l'intensité lumineuse intégrée qui est représentée en rouge. Et donc, on va suivre avec une fenêtre de 4 nanosecondes. Ici, donc au début, sur les premiers lobes secondaires qui précèdent le pic, on ne voit pas de densité, on ne voit pas d'intensité lumineuse. Et ensuite, on va voir que les lobes secondaires, ils permettent au plasma d'émettre de la lumière. Et au moment du pic de focalisation, on va voir que l'intensité lumineuse augmente significativement au moment du pic de focalisation et ensuite suit une décroissance exponentielle après le pic de focalisation. Donc ça, c'était par exemple un résultat obtenu pour une pression de 1,5 torr. Maintenant, on a fait des études aussi pour différentes pressions, entre 0,5 et 4 torr. Et donc, je vous montre ici la même chose mais pour 3 pressions. Ici, en haut à gauche, à 0,5 torr. Ici, à 1,5 torr. Et en haut à droite, à 4 torr. Et donc, j'ai tracé, pareil, en rouge, l'intensité lumineuse intégrée pour 0,5 torr, en noir pour 1,5 torr et en vert pour 4 torr. On voit que l'amorçage n'a pas lieu au même moment. Et ensuite, on voit que l'intensité lumineuse augmente significativement au moment du pic et suit une décroissance exponentielle à la fin du pic. On voit une dimension du plasma qui décroît avec la pression. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de noter, de regarder ce temps de décroissance ici de l'intensité lumineuse en fonction de la pression. Ces résultats, en fait, ils nous ont permis d'obtenir des informations sur la physique de ces plasmas amorcés par retournement temporel. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais juste vous montrer les résultats de ces expériences qu'on a menées. Donc, pour décrire ces plasmas qui sont des plasmas pulsés, il va falloir décrire ce qui se passe au moment du pic entre les deux pics, et entre deux pics successifs. La fréquence de répétition, elle est autour de 100 microsecondes. Donc, on a ici on a appelé ici la décroissance exponentielle qui suit le pic, on a appelé ça la post-décharge immédiate, et on a associé cette décroissance de l'intensité lumineuse à une décroissance de la température électronique. Je ne rentre pas dans les détails ici, on pourra y revenir après si vous avez des questions, je vous montre juste les résultats qu'on a obtenus. Ensuite, on a appelé la période qui suit cette décroissance exponentielle, on a appelé ça jusqu'au prochain pic, on a appelé ça la post-décharge tardive, avec ici ce qu'on a associé de l'ionisation à faible champ, qu'on a associé en fait à un effet mémoire, en fait à la présence de charges résiduelles qui sont présentes, qui sont créées au niveau de ce pic, là, de charges résiduelles et ou de métastables, et qui restent présents au moment du pic suivant. L'originalité de ces plasmas, elle vient de la dimension et de la position du plasma, qui est complètement décorrélée de la dimension de la géométrie de la cavité. Ça, c'est le principe du retournement temporel. C'était l'objectif de ces plasmas amorcés par retournement temporel. Ils sont originaux aussi parce qu'ils ont des fronts de montée très courts, de l'ordre de la nanoseconde, puisque le pic de focalisation est de l'ordre de 8 nanosecondes. Et ils sont maintenus avec un très faible rapport cyclique, de l'ordre de 0,05%,
À notre connaissance, jamais une source micro-ondes plasma pulsé n'avait été étudiée avec de si faibles rapports cycliques. Mais on a pu vérifier que ça permettait quand même de maintenir les plasmas. Ces résultats ont fait l'objet d'une publication dans une revue Plasma, PSST, en collaboration avec Luc Stafford de l'Université de Montréal. Maintenant, je vais vous montrer une technique qui permet de faire mieux en termes de contrôle que le retournement temporel. Donc, on va aller au-delà du retournement temporel. Je vois que j'ai un peu dépassé sur le temps, donc je vais aller très vite sur cette partie. L'idée, c'est de se dire le retournement temporel, il permet de contrôler le champ uniquement au moment et à l'endroit de la focalisation. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, je vous ai mis la cavité, c'est la même que tout à l'heure, avec une antenne devant le hublot ici sur laquelle on va vouloir amorcer et contrôler les plasmas. Il y a une autre antenne qui est placée dans un autre coin ici de la cavité. Et en fait, si on fait du retournement temporel dans ces conditions-là, je vous ai mis une photo. Ici, on obtient un plasma sur l'antenne 1, comme souhaité, à l'endroit de la focalisation. Mais on obtient ici aussi un plasma sur l'antenne 2. Pourquoi? Parce que les lobes secondaires qui sont présents ici sur cette antenne 2 sont suffisants pour amorcer un plasma sur cette antenne. Donc, pour supprimer en fait ce plasma parasite, on pourrait penser à diminuer le niveau de puissance qu'on transmet à la cavité, mais ça va diminuer la quantité de puissance, ça va limiter donc la quantité de puissance qu'on est capable de déposer dans le plasma. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on va utiliser une technique qui s'appelle la LCCF, la Linear Combination of Configuration Field, qui permet en fait d'obtenir la forme de signaux désirés à plusieurs positions et pendant des temps longs. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me donner le signal à transmettre à la cavité, de sorte à obtenir ici un pic de focalisation sur l'antenne 1 et un niveau de champ beaucoup plus faible sur l'antenne 2. De cette façon, on peut obtenir un pic de focalisation et donc déposer de l'énergie dans le plasma avec la même quantité que tout à l'heure que le retournement temporel, mais sans la présence du plasma parasite. Donc, j'avais des vidéos ici à vous montrer, mais on y reviendra après si vous avez des questions, ou dans lesquelles on voit les plasmas s'allumer avec retournement temporel et avec cette technique de LCCF. On a fait la même chose sur l'antenne numéro 2. On a pu vérifier qu'on contrôlait aussi la position des plasmas par LCCF sur l'antenne 2, alors qu'avec retournement temporel, il y avait les plasmas sur les deux antennes. Et donc, ces résultats ont fait l'objet d'une publication dans une revue I3E Access, la plus orientée traitement du signal, en collaboration avec les personnes en fait, qui ont développé et qui nous ont donné des signaux à transmettre à la cavité, donc qui ont développé cette technique de LCCF, Ali Ibrahim, Cédric Chauvière et Pierre Bonnet, de l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand. Donc, je vais maintenant conclure cette présentation. Donc, pour rappel, l'objectif de la thèse, c'était de faire ce pinceau ondulatoire pour contrôler les plasmas dans les cavités. Et l'idée, c'était d'utiliser une technique qui s'appelle le retournement temporel. Du point de vue de la modélisation, on a vu qu'on avait obtenu un retournement temporel simulé qui est équivalent au retournement temporel mesuré. Et on a vu surtout que ça permettait un suivi spatio-temporel du champ et de la densité électronique, ce code de modélisation, ce qui est intéressant pour comprendre les mécanismes qui ont lieu lors de l'amorçage d'un plasma par retournement temporel. On a vu on a pu vérifier par ce code de modélisation qu'on arrivait à amorcer un plasma par retournement temporel. Au niveau expérimental, donc durant ces 3 années, j'ai dû mettre en place un dispositif expérimental micro-ondes qui est synchronisé avec le dispositif de diagnostic plasma, et on a pu assister au premier plasma amorcé par retournement temporel. On a proposé une première description de la physique de ces plasmas par retournement temporel qui sont très originaux, et on a vu que pour aller plus loin, il y avait des techniques qui permettaient de faire encore mieux que le retournement temporel, et la LCCF est un très bon candidat. Dans les perspectives, le code de modélisation, il peut être utilisé encore pour comprendre la physique de ces plasmas par retournement temporel. Et il peut être utilisé aussi pour déplacer le plasma, c'est-à-dire focaliser à un endroit, allumer le plasma à cet endroit, et on va venir focaliser à côté, de sorte à essayer de le tirer dans la cavité pour faire ce véritable pinceau plasma. Donc ça, c'est des études qui sont en cours. Au niveau expérimental, pour comprendre encore plus la physique de ces plasmas amorcés par retournement temporel, il y a des études qui sont prévues en 2021 qui prévoient de faire de la spectrométrie d'émission résolue en temps, qui va permettre en fait d'accéder à la température électronique avant, au moment et après le pic de focalisation. On peut imaginer aussi d'autres diagnostics plasma pour comprendre encore plus la physique de ces plasmas. Et surtout, la question à laquelle il faut répondre, c'est comment décrocher le plasma de ces antennes, donc qui sont nécessaires pour retournement temporel et aussi qui permettent d'initier ces plasmas. On pourrait penser à simuler la cavité, c'est-à-dire venir simuler la réponse impulsionnelle de la cavité de sorte à pouvoir focaliser où on veut dans la cavité sur le dispositif expérimental.
Ça, c'est très compliqué à faire parce qu'il faudrait simuler la cavité 3 dimensions sur des temps très longs. On a vu que les méthodes élaborées de contrôle des ondes sont très intéressantes puisqu'elles permettent d'aller plus loin que le retournement temporel. On pourrait imaginer, par exemple, interpoler l'information du champ entre deux antennes, de sorte à tirer le plasma entre deux antennes. Il y a plein de choses à faire encore sûrement avec ces méthodes élaborées. Et il y a surtout la sonde non intrusive qui permet en fait de venir mesurer le champ dans la cavité sans venir modifier le comportement des ondes dans la cavité. Et donc il y a deux sondes. Le laboratoire Laplace a fait l'acquisition de deux sondes, une sonde Capteos et une sonde Probe. Et donc on espère arriver à décrocher le plasma de ces antennes et à obtenir cette boule de plasma pilotée par les ondes électromagnétiques. Et pourquoi pas, on espère obtenir ça en 2021. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre attention et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Merci, M. Moisière. Maintenant, on va procéder à